Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour parler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast? N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les 2 semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir dans Pour parler le premier podcast de la négociation en France, Vincent Heurieux. Bonjour Vincent, comment tu vas? Bonjour Julien, très bien. Écoute, je suis ravi de t'avoir dans le podcast parce que c'est ce que je te disais un peu avant que l'enregistrement commence. J'ai une grande admiration pour ton travail et tu été un des premiers articles de recherche que j'avais lu quand j'ai commencé mon doctorat. Donc en tout cas, ton nom m'est familier depuis des années et des années. Avant qu'on rentre en détail, parce que tu as créé un modèle, tu as une vraie perception de la négo, c'est passionnant. Avant qu'on rentre en détail là-dessus, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Ce que je peux dire, c'est que ce que j'apporte à la négociation, c'est à la fois de la passion, parce que je me suis aperçu, en fait, relativement jeune, que j'aimais bien que les gens se mettent d'accord, même avec des couteaux sur la Ouais. table, s'il faut. La deuxième chose, c'est que ce que je peux apporter également, c'est la structure, l'organisation. J'ai été pendant les 10 premières années sur lesquelles j'ai travaillé pendant la négociation, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait une juxtaposition de tips and tricks, des trucs et astuces, mais que ça allait, qu'il y avait une vision globale qui était quand même compliquée à saisir. Et puis, la troisième chose, c'est que ça fait pratiquement 40 ans que je travaille sur la négociation. Donc, j'ai bourlingué, si je puis dire, à la fois d'un point de vue académique, c'est donc le SCP, c'est Polytechnique, c'est l'école des mines. Euh, et à la fois, j'ai bourlingué avec beaucoup de grands groupes, essentiellement des grands groupes du CAC 40, pour lesquels j'ai travaillé sur la négociation, que ce soit à l'achat, à la vente, dans les transactions, à différents niveaux. Donc Oui. voilà, en termes de présentation, je peux, je sais pas, je peux dire d'autres choses. J'ai fait des études supérieures, Non, j'ai non, mais c'est passionnant. un T'es doctorat, un je suis des pionniers professeur de à la l'ESCP. négociation. Pardon. Ouais, t'es un des pionniers de la négociation en France. Je remets juste quelques dates. Tu as un doctorat en 1980, donc Getting to Yes de Urey et Fisher, c'est 81-82. Donc t'es vraiment en amont de cette mode de la négociation en France. Le premier cours de vente et de négo, quelle année en France? C'est ce que tu me Je crois disais. que c'est 1982 et c'est moi qui l'ouvre à l'école supérieure de commerce de Rouen. Alors déjà à Voilà, l'époque, donc les écoles de commerce avaient du mal. J'ai regardé à l'ESCP. Le premier cours, les cours qu'il y avait à la création de l'ESCP, c'est 1829, je crois. En fait, c'est des cours de correspondance commerciale, des cours de comptabilité, mais certainement pas de la vente et certainement pas de la négociation. C'était des vilaines choses. En tout cas, en France, la négociation n'a jamais eu, sauf la négociation sociale, mais jamais eu bonne image. Oui, hum, j'étais un des tout premiers à le faire, ces cours de vente et de négociation. Après avoir une expérience chez 3M, une firme américaine, un grand classique, et ça a démarré comme ça. Voilà. ouais. Après, t'es passé, enfin, t'as eu une grosse période dans le privé. T'as été directeur commercial quand même de Canal+, de France 3, Tout si à ma fait. mémoire est bonne. Et puis, Ceci dit, j'ai jamais, à l'issue de mon doctorat, en fait, j'avais les diplômes suffisants pour devenir. J'étais professeur à l'ESC Rouen pendant 4 ans, ouais. 80, 85. Et à 85, je rentre à l'ESCP comme professeur affilié, et j'y suis toujours depuis. Ok. Euh, voilà, Complètement. voilà. Quelques belles écoles, Polytechnique, HEC, le SCP, Sciences Po, Université de Oui, ça Genève, qu'on peut pas, on Institut peut pas Pellet. tout faire, on peut pas tout faire, mais ce qui m'a toujours intéressé, c'est, bon, c'est vrai que HEC, Sciences Po, le SCP,
L'ESSEC, ça a été une fois ou deux fois, mais l'ESSEC est une très grande école. L'idée, c'est qu'on peut pas tout Mmh. faire, quoi. Et j'ai Bien sûr. beaucoup aimé, j'aime beaucoup les écoles d'ingénieurs parce que ce que j'ai pu monter au cours de ces années, c'est des choses qui sont très structurées, très organisées. Ça leur fait plaisir, à l'évidence, à Ouais, l'évidence. alors, on, on- on va arriver sur ce que tu as structuré parce que euh, entre l'article que j'ai lu qui était la loi du cube 2010, 11, je pense que j'ai dû le lire, quelque chose comme ça, je sais plus Ouais, exactement, ouais, ouais. et aujourd'hui où tu as vraiment déposé cette notion de negotiation GPS, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce modèle que tu as créé? Et moi, j'adore avoir des gens qui ont créé des choses dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous parler vraiment de ce modèle de négociation, s'il te plaît? Euh, Il y a trois le axes. modèle, Il y a le trois, modèle voilà. repose, pardon? Il y a trois axes qui sont très forts dans ce modèle. Donc, tu vas peut-être en parler. En fait, le modèle est basé sur 5 fondamentaux, euh, qui un peu comme dans les sciences physiques, qui sont vraiment des éléments de base dont on ne se sépare jamais. Le premier, c'est un axiome. Un axiome, c'est un principe que tous les praticiens reconnaissent vrai, mais qu'on n'est pas capable de démontrer, qui dit simplement que lorsqu'on a un impact sur quelqu'un, on est capable de le déplacer d'un point A à un point B dans un intervalle de temps t. Et Ok. quand je propose cet axiome, en général, les gens disent bah oui, effectivement, quand on a un impact sur quelqu'un, on est capable de le déplacer, quoi. Le deuxième fondamental, c'est une définition. La négociation, ça a été un long travail. En fait, la négociation, c'est une tentative d'accord entre individus. Le troisième fondamental, c'est aussi une définition, c'est le verbe négocier. C'est tenter d'obtenir un accord satisfaisant. Le quatrième fondamental, c'est l'origine de l'impact qu'on a sur quelqu'un. En fait, l'origine, tu en parlais tout de suite, c'est l'origine, c'est lié à trois choses. C'est à l'enjeu de l'autre, à l'urgence de l'autre et à la solution que je suis capable d'apporter à son enjeu plus ou moins urgent. Donc l'origine de l'impact, c'est à un instant T, c'est effectivement l'enjeu, l'urgence et la dépendance de l'autre par rapport à moi. Et puis le cinquième fondamental, et après le Mhm. modèle va évoluer tout seul, c'est tout simplement la vérité des trois réalités. C'est que quand on négocie, quand on est dans une négociation, en fait, on joue, si j'ose dire, on est face à trois Mhm. réalités, la nôtre, leur vision de la nôtre et notre vision de la leur. Sachant qu'une réalité, c'est défini par un enjeu, une urgence et une dépendance. Donc avec ces cinq fondamentaux-là, l'idée, ça a été la création d'un modèle petit à petit. Ça a été un processus itératif. Voilà. Mais ça repose sur cinq fondamentaux. Écoute, c'est passionnant. Mon cerveau est en ébullition. Plein de questions qui me viennent. Je vais commencer par le début. Euh, Ce premier axiome, euh, est-ce que tu peux le reciter? C'est que quand on a un impact sur quelqu'un, on va le mouvoir d'un point A à un point B dans une temporalité, c'est ça? C'est alors, il y a un axiome de définition, une loi Ouais. qui s'appelait auparavant la loi du cube, et puis le dernier élément, c'est comment dire, le principe des trois réalités, c'est tout Ouais. simplement un, je dirais pas une loi, c'est en géométrie, comment dit-on? C'est, je me souviens plus du mot. Enfin, Ok. peu importe. Non, mais juste pour cet axiome, comment est-ce que tu l'utilises en négociation, ce premier axiome? C'est quoi les, euh, les Bah, implications que ça va avoir dans le référentiel? c'est important parce que globalement, si on n'a pas d'impact sur quelqu'un, on n'est pas capable de le bouger d'un point A à un point B. Et en général, négocier, c'est tenter d'obtenir l'accord de quelqu'un. Et l'idée que si on n'a pas d'impact sur lui, globalement, on n'arrivera pas à le déplacer. C'est tout simple. D'accord.
Effecti- Effectivement. Et est-ce que tu pars du principe qu'à partir du moment où on négocie, on a forcément un impact sur la personne qui est en face? Ou pas Non, forcément? non, on peut avoir zéro impact, auquel cas on n'obtient rien. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui n'a aucun impact sur quelqu'un d'autre, il peut essayer un tas de choses, mais au bout d'un certain temps, il arrive toujours, c'est toujours une tentative d'accord, mais il n'arrive jamais à l'accord. Exact. Ok, intéressant. Par contre, si la personne, elle s'assoit à la table de la négociation, est-ce que forcément, enfin, elle attend forcément quelque chose, non? Pour toi? Ou pas forcément? Pardon, pardon, tu me dis que, pardon. Le- quand tu rentres sur la table de la négociation, c'est forcément que tu attends quelque chose de l'autre ou pas forcément pour toi? Ouais. Déjà, il faut que l'autre ait accepté de passer de pas de la table à la table. C'est déjà Oui. le faire bouger d'un point A à un point B, c'est déjà qu'il soit d'accord pour qu'on s'entretienne. Et d'ailleurs, c'est une négociation la plus difficile, c'est d'amener quelqu'un à la table de négociation, quelqu'un qui ne veut pas négocier. Et s'il veut pas négocier, c'est parce que pour lui, la partie adverse n'aura pas d'impact pour lui? S'il ne veut pas négocier, ça veut dire que j'ai pas d'impact sur lui, c'est-à-dire qu'il n'attend aucune solution par rapport à ces enjeux plus ou moins urgents. Quelqu'un qui me dit, bah, écoutez, non, non, je veux pas vous écouter. Alors, ne serait-ce que pas vous écouter, c'est un refus d'échanger. Et donc, c'est la première négociation à faire, c'est d'arriver à essayer de l'asseoir à la table. Il y a des moyens pour ça. Il y a Mhm. des moyens. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller aux Comme personnes qui vont moyen, écouter ce podcast? Ouais. c'est par exemple de dire à quelqu'un, écoutez, je vous entends, un grand classique pour traiter une objection. Je vous entends. Si vous disposez de 5 minutes, tout au plus, peut-être qu'on peut voir ensemble quel est l'intérêt que vous auriez à ce qu'on échange ensemble. Hmm. C'est-à-dire, je vais négocier un temps de 5 minutes ou de 3 minutes. Ou globalement, je peux négocier en disant si en une phrase, si vous m'écoutez, peut-être qu'on a intérêt tous les deux à s'écouter mutuellement pour arriver à quelque chose de fructueux. En général, c'est rare que les gens disent dans le domaine des affaires, non, non, je veux pas vous écouter, quoi. On est dans un autre domaine, là. Oui, oui, bien sûr. Donc Quand je dis dans un tu autre reviens domaine, je sur... fais allusion à la négociation. Aujourd'hui, il y a un tropisme sur toutes comment dire, les négociations, malheureusement avec l'actualité, mais de rançonnage, de prise d'otages, etc., qui sont pas du tout le modèle fonctionnerait éventuellement là-dedans, mais il est essentiellement le modèle. Il a été formé pour, il a été fondé et formé pour la négociation en affaires. D'accord, top. Mais ce qui fait sens. Après, tu vas sur deux définitions Ouais, euh, avec ce mot tentative qui revient. Donc, tentative ouais, d'accord entre individus et tentative d'obtenir un accord satisfaisant, c'est ça? ouais, ouais, tout à fait. L'idée en Donc, ça veut dire que négociation, ça souligne bien la notion de process, de volonté de parvenir à quelque chose. tout à fait. L'idée, c'est parfois il y a des définitions de la négociation que je ne comprends pas. Pourtant, j'ai le sentiment d'avoir une intelligence suffisante pour comprendre, mais à des moments je comprends pas. Et faire simple, c'est compliqué. Et une négociation n'est jamais qu'est d'essayer de s'accorder avec quelqu'un. C'est un outil, la négociation, pour s'accorder avec quelqu'un. Mhm. Super. C'est la raison Et pour juste laquelle par je curiosité, dis si on peut dire une tentative ou une recherche d'accord avec quelqu'un. ouais, ouais, ça va. Je suis assez d'accord. Il y a des définitions de négociation aussi que je comprends pas. Donc, si tu peux me la parler, si tu as quelque chose en tête, je suis preneur. Ça se trouve, on a le même problème. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Alors, moi, j'ai toujours du mal avec les gens qui disent que c'est trouver un accord avec des personnes qui ont des intérêts divergents ou opposés. Et tu vois, ça, moi, je le comprends. Ils peuvent être différents, mais il faut forcément qu'ils convergent vers quelque chose qui soit commun. Tout à fait. Mais D'ailleurs, en venant vers ce podcast ce matin, je raisonnais, par exemple, nos amis américains sont très sensibles à l'aspect disent-ils win-win, sachant que tout oui. accord est gagnant-gagnant. Parce que je n'ai jamais vu un homme d'affaires dans ma vie
signer quelque chose s'il gagne pas quelque chose. S'il gagne plus à signer qu'à pas signer, il signe. Donc tout accord est gagnant-gagnant. Je crois que d'ailleurs un de nos confrères, Laurent Combalbert, l'écrit dans un livre et il a tout à fait raison. Toutes les négociations, tout accord est gagnant-gagnant. Alors on gagne pas forcément la même chose d'un côté et de l'autre, mais c'est toujours gagnant-gagnant. Et Ouais. je vois par exemple dans les négociations américaines, j'ai travaillé par exemple pour Microsoft. Si on entend par négocier d'obtenir une modification, par exemple de Microsoft, des conditions d'achat ou d'utilisation de Windows, c'est même pas la peine d'y penser. Alors on dit il négocie pas. Si, il négocie, il cherche à s'accorder. Et ils s'accordent à leurs conditions. Et ils essayent toujours de démontrer que c'est la bonne solution. Donc on finit par acheter ou pas acheter. Mais globalement, c'est un contrat d'adhésion. Mais il y a bien une négociation au sens qu'il y a une recherche d'accord. On peut toujours essayer, hein, Ouais, mais on ne tient non, mais rien. j'entends. C'est très clair. Alors sur le gagnant-gagnant, j'entends ce que tu dis et tu vois, moi je suis arrivé sur certaines négociations où tu as des gens qui signent des accords en pensant que ça fera sens dans le futur pour eux et à l'instant T, en fait, ils sont perdants sur les marges, ils sont perdants sur beaucoup de choses, tout ça pour gagner une nouvelle référence client. Et en fait, ils ont signé pour s'acheter la paix sociale. Est-ce Ouais, qu'ils sont mais c'est ce gagnants? Je qu'ils ont sais pas gagné. dire. Et puis il y a, Et ça, ce qu'ils ouais, et gagnent puis là, c'est pour ça regarde, qu'ils signent. C'est pour ça qu'ils on signent, a, parce qu'ils ben, en fait, trouvent que le gain ils qu'ils ont pensent. est supérieur au coût que ça a. Ouais, ils pensent y gagner dans le futur, mais à l'instant T, ils sont perdants. Et puis, en fait, ils ont aucune certitude que dans le futur, ça fonctionne. Et j'ai même eu une négociation en tête, là, où c'était des pénalités à payer pour un fournisseur. Et là, le but de la négociation était juste d'être moins perdant. C'était même pas de gagner quelque chose, parce que c'était un dû Bah, contractuellement. c'est de gagner une moins grande perte. Je voudrais pas jouer sur les mots, mais Ouais, quelqu'un ouais. s'accorde avec l'autre quand il gagne plus à s'accorder qu'à pas s'accorder. Je Peut-être, crois que les peut-être. mots, nos amis américains ont souvent dans les contrats, c'est le grand principe, c'est qu'ils définissent les mots et gagner, il y a deux acceptations. Le verbe gagner, il y a gagner quelque chose, il s'agit bien de ça, et gagner, c'est battre l'autre. Il s'agit absolument pas de ça. Et donc gagner quand quelqu'un signe quelque chose, c'est qu'il estime gagner plus qu'il ne perd, même si ça a un coût Ok, pour lui. Parce que sinon, je- alors oui, c'est un grand classique, mais tout accord est gagnant-gagnant. Donc souvent les gens disent, est-ce qu'on fait de la négociation gagnant-gagnant? Bien sûr que oui, puisqu'il s'agit de se faire gagner quelque chose à l'autre. Alors l'important c'est de savoir éventuellement quel est le poids de l'un et de l'autre, et c'est l'avenir. Je crois que tu le soulignes très très bien. C'est le futur qui fait que ça peut devenir gagnant-perdant. Hmm, Mais à l'instant ok, où on signe, ok, c'est j'entends. gagnant-gagnant. Ok, d'accord, j'entends. Toi, la particularité de ton modèle, c'est ces trois axes, ces trois axes qui sont enjeu, urgence et dépendance. Alors, dans dépendance, c'est la solution sur laquelle je suis capable d'apporter à l'autre. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ces trois axes? Parce que moi, je les trouve passionnants. Et quand j'avais lu ton travail là-dessus, ça avait été vraiment, pour le coup, super intéressant pour moi. Est-ce qu'on peut commencer Ben, peut-être le premier, l'enjeu, l'enjeu? ça répond à la question tout simplement, qu'est-ce qui est important pour l'autre? Un enjeu, c'est d'ailleurs, je crois que la langue française est la seule qui a rapproché le mot en et le mot je. C'est enjeu. Euh, et donc, c'est ce qui est important pour l'autre. Et ça peut être par exemple de l'ego. L'urgence, c'est la nécessité d'agir vite. Et puis la dépendance, c'est la solution que j'ai par rapport à l'enjeu de l'autre et de son urgence. Voilà. C'est D'accord. les axes sont, c'est quand quelqu'un en face de moi a un gros enjeu, une grosse urgence, et que j'ai une solution pour lui, je suis capable de le déplacer d'un A à B dans un intervalle de temps réduit. Si j'ai pas de solution, Ok, ok. globalement, j'ai aucun impact sur lui, quoi. Oui, oui. Il faut que tu sois D'ailleurs, capable d'apporter si une je vais solution. voir, pardonne-moi, c'était la question tout à l'heure. Si je vais voir cet interlocuteur, c'est que lui-même, c'est moi-même j'ai un enjeu, moi-même j'ai une certaine urgence et j'ai une certaine dépendance vis-à-vis de lui. C'est-à-dire qu'il a des choses qui m'intéressent et qui répondent à des enjeux Oui, urgents de ma part.
Ah, dans ce cas-là, j'entends. Si moi j'ai une solution à ton problème et que tu as une solution à mon problème, est-ce que la notion d'urgence, en fait, ton urgence va devenir de facto mon urgence dans le processus de négociation, ou pas forcément pour toi? Ta contrainte de temps Oui, va être c'est ma c'est contrainte vrai, de temps si je veux avoir un accord. c'est vrai si ce que tu veux, je suis le seul à pouvoir te le donner. Par contre, si tu as tout ton temps et que tu as Hmm. d'autres solutions que moi, bah, globalement, ça, que je sois pressé ou pas, ça n'a aucune importance pour toi. Si ce n'est que tu as un Oui, avantage donc parce que tu as une seconde de plus. d'accord. Donc l'urgence, c'est le nombre d'options que j'ai dans une contrainte de temps donné. Plus c'est urgent et moins j'ai de contraintes, moins j'ai d'alternatives et plus t'as de pouvoir. Oui, enfin, moi, j'ai le temps de me retourner, oui. C'est ce qu'on d'ailleurs dans Hmm. le modèle, on trouve des phrases classiques, avoir le temps de se retourner, l'urgence, ça peut être ça, tout ça fait. Top. C'est intéressant. Et alors après, t'as une vérité, enfin pas la vérité par rapport à trois réalités, c'est ce que tu m'as dit, la Le nôtre, postulat, oui, la le leur. postulat, pardon, pardon, Non, bon, vas-y, excuse-moi, vas-y. je t'ai T'as coupé. votre réalité, leur vision de votre réalité et votre vision de la leur. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que tu fais pour apprécier ça? Ça m'intéresse énormément parce que c'est très subjectif, si tu veux, la perception de la réalité. Déjà, la nôtre, à l'instant T, elle peut évoluer sur notre propre compréhension hein, de ce qu'on peut proposer. Comprendre la leur, bah, c'est pas évident, mais comprendre ce que eux pensent de la nôtre, ça apporte énormément de complexité. Comment est-ce que tu arrives Ouais, à assesser ça? c'est le niveau. Alors, pour reprendre dans l'ordre, en tout cas, premièrement, c'est ma réalité. D'ailleurs, tu as très bien dit tout à l'heure que parfois les gens sont pas conscients des inconvénients que peut avoir leur acceptation. Mhm. Mais ça, c'est pas à nous de décider, c'est aux négociateurs de décider. C'est au chef d'entreprise de décider, c'est au négociateur qui estime ce qu'il gagne et ce qu'il perd quand il donne son accord. Parce que quand on achète quelque chose, on gagne l'objet ou la prestation que l'on souhaite, ce qu'on perd, c'est de l'argent. Mais on estime que l'argent perdu a moins d'importance que le gain qu'on obtient. Globalement, il y a une marge, j'ose dire. Mhm. Ça, mais notre réalité, parfois les gens dans une négociation ne se rendent pas compte de l'importance de ce que ça. Mais en général, on peut leur faire confiance, ils ont l'habitude, donc ils savent. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que pensent les autres de notre réalité. Et ça, c'est le niveau, par exemple, d'écoute. J'ai vu tout à fait dernièrement, c'est le niveau le plus élevé de la qualité d'une communication. C'est d'avoir une idée de ce que l'autre a dans la tête par rapport à moi. Bah, c'est exactement ça. On s'aperçoit que le premier niveau, le niveau de base, c'est quelqu'un qui n'écoute pas. L'écoute active n'est qu'au milieu, je dirais, et d'arriver à comprendre ce que l'autre a dans la tête par rapport à moi, ça fait partie du niveau le plus compréhend, le niveau le plus élevé du négociateur. D'ailleurs, la première qualité d'un négociateur, de très loin, c'est la clairvoyance. Certainement pas l'argumentation, contrairement à ce qu'on peut penser. Mhm. Donc la clairvoyance, c'est cette capacité, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est cette capacité à, à percevoir ce que l'autre projette de nous dans le processus de négociation. Pas seulement, pas seulement. La clairvoyance, c'est la capacité à évaluer les 9 facteurs générateurs d'une situation. C'est pourquoi ça s'appelle un GPS, tout simplement le modèle, c'est parce que sur un GPS, si on a la latitude, la longitude et l'altitude, on sait où est-ce que l'avion, où est-ce qu'on se situe dans ce système à 3 dimensions. Mhm. Eh bien, en négociation, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que il y a ma réalité, enfin notre vision, leur vision de notre réalité et notre vision de la leur. Chaque paramètre, chaque facteur, chaque groupe de facteurs, c'est 3 facteurs, enjeu, urgence, dépendance, ça fait 9 facteurs et à ce moment-là, on retrouve le concept de GPS, de GPS géostationnaire. C'est un GPS de négociation. Donc, Mhm. le fait d'être capable de caractériser une situation, est-ce qu'on sait la vérité? Jamais, jamais. Il y a que les gens qui regardent de temps en temps, je l'appelle la vision de Dieu, qui regardent, ah bah, j'ai compris, il veut ci, il veut ça. L'idée, c'est qu'on est
que d'un seul côté en négociation. Et globalement, quand on arrive à définir d'approcher la vérité, de l'approcher, on a les 9 facteurs générateurs de situation. Lorsqu'on est capable de décrire la situation, on est capable de déterminer une stratégie en fonction du point de départ et de là où on veut aller. C'est le principe d'un GPS. Très clair. Très très clair. Ce GPS qui est une aide à la négociation, est-ce qu'il se remplit en amont de la négociation, pendant, parce que de ce que j'entends, tu as besoin de recueillir des informations chez l'autre, tu as besoin de l'écouter, tu as besoin d'avoir quand même pas mal d'affiner ta réflexion pour pouvoir remplir ces trois réalités. Alors, la première chose quand on part dans une négociation, c'est de savoir quelle est sa réalité. Mon enjeu, mon urgence et ma dépendance par rapport à l'autre. C'est ce qu'on imagine, ce que l'autre est capable de nous amener comme solution. Ça, c'est la Mhm. première chose. Ceci dit, après un premier entretien, parce que le modèle, il s'agit de négociations, des négociations d'affaires de manière générale, et ça dure jamais 3 minutes. L'idée, Bien sûr. c'est le modèle n'est pas fait, en tout cas pour le moment, pour négocier, je dirais, dans la minute. Sur le Ça one shot. viendra avec l'intelligence artificielle dans la mesure où un ordinateur est maintenant capable, sur la vision de quelqu'un, de dire, je crois que ce personnage-là, c'est important pour lui, c'est urgent, il peut bluffer. Hmm. Un ordinateur est capable, petit à petit, de comment dire, de proposer des valeurs aux facteurs générateurs dont on parlait tout à l'heure. Mais en général, une négociation d'affaires, va y avoir un aller-retour, des allers-retours entre les interlocuteurs. Donc le modèle n'est pas utilisé au cours d'un face-à-face. Ce qu'il y a de fondamental dans le modèle, c'est qu'il permet de déterminer à un moment donné si je tiens une position, si Mhm. par contre je vais échanger des consciences entre parties, ou si je vais reculer doucement jusqu'à mon point de rupture. Et ça, la stratégie en négociation, aujourd'hui, c'est ce modèle-là qui permet de la déterminer. Sachant, par exemple, quand on prenait l'exemple de Microsoft, c'est simple, hein, Microsoft, ils tiennent une position. Et à la fin, ils obtiennent un accord ou Hmm. pas. Mais c'est tout. Mais Top. donc, Comment est-ce que comment est-ce que tu pourrais, par exemple, on parle de Microsoft, je négocie avec Microsoft, euh, forcément, je peux percevoir que eux ont un rapport de force qui est plutôt en leur faveur. C'est quoi les deux, trois conseils que tu donnerais à une organisation qui négocie avec une autre organisation qui a un rapport de force qui est favorable pour lui? alors, d'abord, la force n'est qu'un élément du pouvoir. Euh, le D'accord, pouvoir, super. c'est à la fois la capacité à attirer quelqu'un et la Ouais, capacité à pousser quelqu'un, si j'ose dire. Pour ça, on a appelé ça ok. un impact. Mais ce qui est fondamental dans une négociation, c'est le rapport d'impact. Quel est l'impact que j'ai sur lui versus quel est l'impact qu'il a sur moi. Et ça peut se définir par de la force. Éventuellement, on le voit bien dans le domaine militaire, mais le pouvoir qu'on a sur quelqu'un, c'est pouvoir lui donner quelque chose qui est important pour lui, pas forcément de le forcer. D'accord. Ok, super, intéressant. Donc, ouais, pour toi, le pouvoir, c'est tant le pouvoir de récompense que le pouvoir de punition. C'est tant la capacité à augmenter l'autre Absolument, dans le processus de absolument, négociation absolument. qu'à générer un coup du conflit. Voilà. Très clair. Et donc, comment est-ce que tu ferais dans une négociation? C'est quoi les conseils que tu recommanderais de suivre pour quelqu'un qui a un rapport de force qui lui est défavorable? Quel rapport de pouvoir Ou un défavorable? pouvoir qui lui est défavorable? Ouais. Il a un rapport de pouvoir, un rapport d'impact, parce qu'on le définit comme ça dans le modèle. Le mot pouvoir est souvent mal perçu. C'est le pouvoir de contraindre quelqu'un. En fait, c'est la capacité à déplacer quelqu'un d'un point A à un point B. Donc, on a appelé ça un impact parce que l'impact peut être positif ou négatif. Sympa. Tout simplement, si mon rapport d'impact est supérieur dans le modèle à 1,2, c'est-à-dire que globalement, il est 20% supplémentaire au-dessus de l'autre, ben, je peux me permettre de tenir une position en disant, voilà, je suis prêt à m'accorder avec vous à telle condition et de tenir cette position tout en argumentant Avec une sur notion de l'intérêt, apprendre ou à sur laisser? l'urgence. Pardon? Avec une notion de apprendre ou à laisser, c'est ça?
Ça peut être ça, ça fait partie des tips and tricks possibles, mais c'est une des façons de conclure, mais pas forcément. Ça peut être de dire à quelqu'un, écoutez, je vous laisse réfléchir. Si on estime que dans le temps, on le disait tout à l'heure, l'interlocuteur n'a pas la possibilité de se retourner, mais que j'ai la meilleure solution pour lui et qu'elle va être permanente dans le temps et qu'il n'aura pas une autre solution, ben, globalement, je peux me permettre de lui dire tout simplement, écoutez, réfléchissez, que vous revenez vers moi quand vous aurez décidé. Ça, c'est peut-être la plus favorable qu'on puisse avoir. Le apprendre ou à laisser, c'est augmenter l'urgence. C'est ça que ça signifie, quoi. C'est tout. Mais ça, c'est juste des trucs et astuces. L'idée, c'est que ce que l'on va utiliser comme truc, astuce, comme tactique, va dépendre de la situation dans laquelle on est. Dire à quelqu'un, c'est apprendre ou à laisser quand on a une position extrêmement favorable d'impact, c'est même pas la peine. Si ce n'est que on peut obérer l'avenir en faisant ça, parce que quelqu'un va s'en souvenir qu'on a essayé de le coincer, quoi. Oui, bien sûr, on insulte l'avenir, effectivement. Et comment est-ce que tu fais sur une phase de préparation en amont pour avoir ton rapport d'impact le plus favorable possible dans la suite de la négo et de l'interaction à l'autre? Mais là, en fait, le rapport le plus favorable, je vais l'obtenir au fil de la négociation. Soit je vais le maintenir, parce qu'il existe déjà, soit globalement, je vais développer un certain nombre d'actions stratégiques élémentaires, c'est-à-dire accroître, par exemple, l'enjeu de quelqu'un, accroître l'urgence de quelqu'un, accroître sa dépendance, de telle façon à ce que mon impact soit globalement supérieur à l'impact qu'il pense avoir sur moi. Comment est-ce que tu peux augmenter son enjeu? Comment je peux, pardon? Tu dis tes capacités à augmenter l'enjeu de l'autre. Comment est-ce que tu peux augmenter cet enjeu chez l'autre? Ben, en argumentant, tout simplement en disant, voilà, avec la solution que je vous propose, voilà ce que vous pouvez gagner. Vous aviez pensé à ça, mais en plus, vous pouvez obtenir telle et telle chose. C'est ce qu'on appelle un argument classique en termes commerciaux. D'accord. Ouais, très clair. Et est-ce que la notion d'urgence et de dépendance, comment est-ce que tu les augmentes chez l'autre par rapport à ta vision? Ben, l'urgence, c'est de dire, écoutez, je vais être obligé de vous quitter dans 10 minutes. Réfléchissez. Ceci dit, on peut avoir un accord maintenant, c'est comme vous voulez, mais je dois partir dans 10 minutes. J'ai un avion. Là, j'ai augmenté l'urgence. Si j'ai une Ouais. solution qui plaît à l'autre, et globalement, si je pars, globalement, il peut difficilement l'avoir. Oui, complètement. Voilà. C'est que ça génère de l'incertitude dans la prise de décision, et pour minimiser cette incertitude, il va se plier à ton desiderata potentiellement. Voilà. Et en ce qui concerne la dépendance, c'est de proposer une solution en disant, écoutez, je peux améliorer cette solution-là. Par exemple, je peux mettre à votre disposition tel ou tel membre de l'équipe, mais il faut vous décider avant la fin de la semaine. Parce que si vous voulez avoir les meilleurs résultats possibles, là, je viens d'agir sur les 3 facteurs, à la fois l'enjeu, l'urgence et la dépendance. Très clair. Dans Quels sont une les phrase, conseils, ça peut être Vincent? tout simple, hein. Oui, oui, je vois ça. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute, qui veut débuter la négociation? Les deux, trois conseils pour mieux négocier ou pour éviter de faire certaines erreurs que toi tu retrouves régulièrement dans les entreprises que tu accompagnes? C'est simplement le seul conseil que je donnerais, c'est quand je parlais des facteurs générateurs, d'avoir une vue claire de la situation. Et il y a une façon de déterminer clairement une situation. C'est les 9 facteurs dont je parlais tout à l'heure. Il y a 9 questions à se poser. On répond à chaque question, on les valorise et ça permet d'avoir une situation. La D'accord. première chose, De c'est de se savoir où on répondre met à les ces... pieds. La première chose, c'est de savoir où on met les pieds dans une négociation. Il y a des négociations dans lesquelles, très rapidement, on peut dire ça, je perds mon temps. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un bon négociateur? C'est quelqu'un qui ne perd que, je dirais, que 2 fois sur 10. Un mauvais, c'est qu'il perd tout le temps. Il n'a jamais d'accord. Oui. Mais dans toutes les négociations qu'on tente, toutes les négociations, toutes ces recherches d'accords que l'on a, en général, on a toujours un ou 2 échecs. Et la première chose, c'est d'avoir une vision juste de la situation et de la capacité que l'on aura ou une vision du futur qui fera qu'on pourra peut-être s'accorder. Le fait de se dire rapidement, c'est même pas la peine, je perds mon temps, à mon avis, c'est une bonne chose, hein, à faire en négociation. C'est de savoir si
on est dans une bonne situation et si on peut la faire évoluer favorablement. Oui, ce que je veux dire, c'est que cette capacité à comprendre dès le départ si c'est pertinent ou pas de se projeter dans la négociation permet de... Vaut Ouais, mieux pas d'accord très rapidement que pas d'accord après un long ouais, processus. ouais, parce qu'on perd son temps. Et dans les affaires, ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui, c'est le temps. C'est de choisir c'est de choisir ses négociations, celles qui rapportent quelque chose. Ouais, C'est pas un jeu très clair. simplement de trucs et astuces. Et, le fait de très très vite, le plus vite possible, on peut mettre 5 minutes, mais on peut mettre 6 mois à comprendre que ça vaut pas le coup. C'est important, ouais. Parce que comme ça, on s'épuise pas, on ménage ses ressources pour d'autres négociations. Hmm, très clair. Ton outil sur negotiation, donc avec un 2T, hein, negotiations à l'américaine, gps.com, il nous permet, parce que tu as la gentillesse de me donner des accès, quand on remplit les caractéristiques de sa situation, de nous proposer même des recommandations par Euh, rapport à la situation, avec c'est ce que je potentiellement disais ce tout qu'il à faut l'heure. faire, C'est tant d'un en point de vue... fonction, Ouais. pardon, Non, non, je t'en prie, excuse-moi. je dis en fonction de la situation, le modèle dit voilà, si vous voulez avoir un rapport d'impact qui vous soit favorable, et j'aime bien le terme favorable, l'idée c'est de pouvoir agir sur tel ou tel levier. Il y a 9 leviers possibles dans une négociation. Comme un accord en musique, on peut appuyer sur 3 touches en même temps, ça fait un accord. Là, c'est exactement la même chose. Sachant Hmm. que, au-delà de Oui. la stratégie, en fonction de la stratégie, ce que montre le modèle, c'est qu'on peut aller chercher en plus. Le modèle va présélectionner des tips and tricks, des trucs et des astuces en fonction de la situation dans laquelle on est. Et pour faire les choses simples, dire les choses simplement, plus on est dans une position favorable, plus on peut utiliser tous les tips and tricks qu'on veut. Moins on est dans une position favorable, moins on a de trucs et astuces à notre disposition. Ah, c'est intéressant, j'aime beaucoup. Ouais, Et dès les qu'on a tips and tricks, si on regarde bien le modèle, ils donnent non seulement une rhétorique, c'est-à-dire un verbatim, des mots, une attitude globalement et un tempo, sachant que sur cet aspect-là, je pense que l'intelligence artificielle, on est en train de tester des requêtes auprès de l'intelligence artificielle, peut proposer au mieux de proposer une phrase, mais bon, en proposer 10. Mais si tant est qu'on puisse lui poser une question qui a du sens. Et le problème, c'est Oui, qu'aujourd'hui, oui, oui. les modèles, par exemple, il y a sur ChatGPT 4, il y a une rubrique de negotiator, mais il ne fait que traiter des tips and tricks sur des situations du style négocier son salaire, négocier une voiture, et en considérant qu'on est dans une situation moyenne. Et dans la réalité, ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est jamais dans une situation moyenne. On est on est dans 3 réalités qui sont à chaque fois différentes. Si dans le modèle, en fait, il y a 40 millions de situations différentes et certainement pas une Waouh. situation moyenne. Pardon? Incroyable, incroyable. 40 millions de... Ouais, Non, ouais. 40 millions de situations. il y a 9 variables sur chacune évaluée sur une échelle de 7. C'est un calcul tout simple, hein, ça fait 40 millions de situations. Donc, il y a 40 millions de stratégies différentes. Et c'est logique quand les gens disent, ah, mais dans cette négociation, moi, c'est différent. Moi, j'ai fait telle stratégie. Il y en a de base sur le modèle. Déjà 40 millions. Ah ouais, écoute, passionnant. Et c'est vrai que bah, nous, on utilise ChatGPT sur un outil qui s'appelle NegoBrain. On a des résultats qui sont plutôt satisfaisants, qui font Oui, pas aussi bien qu'un négociateur averti, c'est sûr, mais qui permettent de gagner du temps sur la préparation et potentiellement d'être assez créatif sur les options. c'est vrai, tout à fait vrai. L'idée, là, ça a été, en fait, ce que j'ai recherché pendant 16 ans, c'est une construction progressive. Hein. Chaque année apportait Ouais, ouais. un lot de fondamentaux, d'expérimentation. C'est tout simplement, imaginons que je conduise une voiture, le GPS m'indique, me recommande un certain nombre de choses, même tourner à droite, à gauche, etc., d'arrêter, mais de faire demi-tour. Mais je suis libre, moi, en tant que pilote, de faire ce que j'ai envie de faire. Quoi.
L'idée, c'est que le C'est GPS soit indépendamment du type de négociation, que ce soit à l'achat, que ce soit à la vente, que ce soit dans une transaction, permet tout simplement euh, d'utiliser ce modèle et de savoir si on suit la route qui recommande ou non. c'est passionnant. C'est passionnant ça. Et c'est qu'au début, je Euh, crois que le Negotiation GPS, enfin le GPS de négociation, et il y en aura d'autres, il y en aura d'autres, hein, à l'évidence. Il y aura des MeToo. Je crois que c'est oui, bien sûr. Mais une vraie le, avancée, c'est une véritable avancée, d'ailleurs, qui est utilisable. Moi, j'ai un certain nombre de confrères qui forment des gens à la négociation, qui forment des gens, qui entraînent des gens à la négociation, qui perfectionnent les gens à la négociation. Ils utilisent le modèle, indépendamment de moi, tout simplement, comme on l'utiliserait, je sais pas, pour un cours je sais pas, de randonnée, de raid, en disant, regardez votre GPS. non, complètement. Non, mais c'est un modèle qui fait beaucoup sens et puis en plus, il a été créé de toutes pièces par toi et en ça, moi, je suis toujours très admiratif des gens qui créent des modèles ou des systèmes en négociation et qui ne prennent pas qu'une copier-coller du programme de négo d'Harvard. Voilà. Non, c'est vraiment top. Enfin, Bravo. juste une Le chose, temps. j'ai une chose, Julien, sur le programme d'Harvard, Harvard n'a jamais eu de modèle. Ça, c'est une fiction Non, complète. c'est une boîte à outils. Boîte à Oui, plus exactement, c'est un livre de deux professeurs de la Harvard Law School, une des écoles de l'université d'Harvard. La Harvard Business School n'utilise pas du tout la BATNA ni quoi que ce soit, et la BATNA n'est que l'élément, ça correspond exactement dans le modèle GPS à ce qu'on appelle la dépendance. outils. Complètement. Non, mais enfin, alors, oui, deux personnes. On peut rajouter Bruce Patton, peut-être, qui a Oui, oui, enfin participé trois, avec oui, Fisher. ils étaient deux au départ, ils étaient trois à l'arrivée, mais c'est le modèle, il a 40 ans, hein, il a 40 ans le modèle qui a Ah ouais, utilisé la je le Harvard sais Law bien. School. Ah, mais Et je crois que il dit, Getting to Yes, c'est 81 ou 82. Donc tu vois, oui, ça a plus de 40 ans. oui, ça a plus de 40 ans et ils ont fait faire des progrès importants. Et la fameuse BATNA, c'est la notion de dépendance dans le modèle GPS. Simplement, c'est que BATNA, est-ce que j'ai une autre solution que mon interlocuteur? Et d'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que dans l'ouvrage de base qui s'appelle Getting to Yes, ils disent que mon pouvoir est fonction de ma BATNA. Je ne crois pas. C'est pas parce que je peux avoir une autre solution que celle que l'autre me propose que j'ai du pouvoir sur lui. Il a moins de pouvoir sur moi, mais j'ai pas plus de Entièrement d'accord. pouvoir sur lui. Il faut que la BATNA de l'autre Euh, soit faible pour que j'ai du pouvoir sur lui. mais à 2000% d'accord avec toi. Merci, Voilà. effectivement. Et la capacité de dire non ou de sortir du processus de négociation me donne du pouvoir sur moi, en autonomie, mais ne m'en donne pas sur l'autre. Ben Ah, absolument. mais complètement. Et l'idée, si les deux Ah, mais font recherchent systématiquement leur BATNA, comme il dit à chapitre 6 du globe, ben, ils finissent par pas se mettre d'accord, donc ils ont perdu leur temps. hum. Sauf si l'accord est supérieur à ce qu'ils peuvent faire sans l'autre. Bah ouais. Mais, ah, mais c'est passionnant. Le temps passe vite, Vincent. J'ai l'habitude de toujours poser la même dernière question à tous mes invités et sachant ton parcours et ton expérience, je suis impatient d'avoir ta réponse. Si le Vincent d'aujourd'hui devait rencontrer le Vincent d'il y a 20 ou 30 ans en arrière, quel est le conseil que tu lui donnerais à ce Vincent, plus jeune de 20 ou 30 ans? C'est pour un travail sur la négociation, c'est ça? Par exemple, ou un conseil de vie ou ce qui te vient en tête? Quel est le conseil Conseil que tu de vie, donnerais à je sais pas. Euh, mais je crois qu'un conseil, c'est tout simplement dans la recherche scientifique, parce que cette modélisation, en fait, c'est une approche structurée et scientifique des choses. C'est d'être sceptique, c'est de s'assurer, je dirais, de le faire avec passion, de faire avec passion et avec honnêteté intellectuelle. Je pense que la honnêteté intellectuelle, c'est la première qualité d'un travailleur de l'esprit. Et j'ai en négociation, parfois, les gens ont tendance à se réfugier derrière juste un savoir-faire dans un domaine particulier.
Donc l'idée, c'est de Mmh, rester avoir l'esprit ouvert. très clair. Passionnant, Vincent. Où est-ce que les gens peuvent retrouver ton travail? Où est-ce qu'ils peuvent te contacter si, s'ils veulent explorer Negotiation GPS ou même Bon rentrer en ben, contact avec toi? il faut un Google Search et Negotiation GPS en anglais. Nos amis britanniques, Oui. enfin nos amis anglais ont transformé, comme souvent, des mots français. Et au mieux de négociation avec un CIA, ils ont l'écrit TIA. Mais comme le marché aujourd'hui, l'utilisation d'un GPS, c'est la langue anglaise qui domine, ben, ils regardent simplement, ils tapent sur Google Search Negotiation GPS, ils vont tomber sur l'application. Super. Un Il grand y a un merci site pour... internet aussi qui s'appelle Negotiation GPS. Ils trouvent le site internet ou l'application comme ça. on peut te retrouver aussi sur LinkedIn, je crois. Donc, En moto sur LinkedIn donc et j'ai mis mes coordonnées sur LinkedIn. C'est mon numéro de téléphone, mon mail. Donc voilà, c'est très facile de me contacter. super. Et Un grand merci pour... ce qui est dis-moi, intéressant, excuse-moi. c'est que c'est certains de nos confrères commencent à utiliser dans leur conférence le modèle. Et ça, c'est un grand bonheur. Ça rapporte pas forcément d'argent, mais c'est un grand bonheur. Parce que globalement, il y a une structure générale qui fonctionne bien. Oui, effectivement. C'est la meilleure preuve du succès, c'est quand les autres commencent à utiliser ce travail Hmm. sans forcément le citer, ou des concepts sans forcément les citer. Passionnant. En tout cas, un grand merci, pour le partage que tu nous as fait sur ces 3 quarts d'heure, et deux, pour ton travail qu'on peut retrouver sur Internet et qui pour moi est assez passionnant sur le thème de la négociation. Un grand merci, Vincent. Mais je t'en prie, Julien. Un grand merci d'avoir pensé à cet échange. Ah, mais ça Et à fait, ça bientôt. faisait très très longtemps que je voulais échanger avec toi. Mais merci beaucoup. Un grand merci à vous d'avoir écouté Pour Parler, le premier podcast de la négociation en France. Vous aimez, likez, partagez et commentez ce podcast. Toutes les 2 semaines, on reçoit un expert sur le thème de la négociation. Alors je vous dis à dans 2 semaines pour Parler. Merci.